Et donc, il est temps de passer la parole au professeur Anatole Arroy, qui va lui nous parler des avantages et limites du contour de l'onde de Poux, donc le pendant de ce que vient de nous évoquer juste brièvement Louis à la fin de sa présentation. Anatole, c'est à toi. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle Anatole Arroy, je travaille dans le service d'anesthésie et réanimation à l'hôpital Bicêtre en région parisienne. Je remercie les organisateurs et Club Circulation de me donner l'occasion de parler de ce sujet, avantages et limites du contour de l'onde. Alors j'ai quelques conflits d'intérêts, dont le premier, Edwards, est entre autres fabricant et fournisseur d'appareils qui permettent de mesurer le débit cardiaque à partir du contour de l'onde de Poux. Ça peut avoir son influence sur le contenu du topo. Donc en guise d'introduction, le débat le plus important sur l'analyse du contour de l'onde de Poux, c'est qu'à partir d'un profil de pression artérielle qui peut être mesuré de façon invasive ou non invasive, on va déduire une mesure du débit cardiaque à partir d'algorithmes qui vont réfléchir à intégrer un maximum de paramètres pour rendre cette évaluation, ce n'est pas une mesure, la plus précise possible. Puisque la conséquence de ça, c'est que le débit cardiaque n'est jamais mesuré, ou quasiment jamais, sauf quand il y a une calibration possible avec une thermodilution transpulmonaire. Mais il faut se rappeler que quand on étudie le contour de l'onde de Poux, le débit cardiaque est déduit, il n'est pas mesuré. Voilà, il y a plusieurs systèmes qui permettent de le mesurer. Ici, c'en est une illustration, mais on reprendra un petit peu plus précisément leurs caractéristiques par la suite. Lorsque on essaie d'interpréter le contour de l'onde de Poux, alors ça a été très bien expliqué dans le topo précédent, la pression pulsée PAS moins PAD dépend majoritairement du volume d'éjection systolique. C'est exactement ce que les algorithmes essaient de mesurer, parce que quand on a accès au volume d'éjection systolique, avec la fréquence cardiaque, on va pouvoir déduire le débit cardiaque. Seulement, la situation n'est pas si simple. Le contour de l'onde de Poux dans son ensemble, il est dépendant de la compliance vasculaire et des résistances vasculaires systémiques. Vous avez ce type d'influence de ces trois paramètres sur le contour de l'onde de Poux. Lorsque le volume d'éjection systolique augmente, bien sûr, la pression pulsée augmente et vous tendez vers cette courbe qui est bleu ciel. Lorsque la compliance aortique augmente, elle accueille plus facilement le volume d'éjection systolique éjecté et il y a un amortissement de cette courbe. A contrario, chez les patients âgés ou avec une aorte porcelaine qui est dure comme ça va monter très très haut parce que la compliance aortique est altérée. Et enfin, les résistances vasculaires systémiques qui, lorsqu'elles sont augmentées, ont tendance à faire augmenter la pression artérielle diastolique et à faire tendre vers cette courbe bleu ciel que vous avez ici. La deuxième difficulté des algorithmes pour passer du contour de l'onde de Poux à la mesure du débit cardiaque, ça a été évoqué aussi, c'est que cette mesure du signal de pression artérielle que vous faites, de façon invasive, par un cathéter fémoral par exemple, elle est la somme de plusieurs choses, l'onde antérograde et donc toutes ces ondes réfléchies qui se heurtent au mur des résistances artériolaires qui ont été citées précédemment. Et cette onde de réflexion, elle va différer selon les patients. Elle a tendance à être amplifiée quand les résistances vasculaires systémiques sont augmentées et lorsque la compliance vasculaire est augmentée elle aussi. Par exemple, l'âge qui baisse cette compliance accélère le retour des ondes de réflexion qui vont se sommer plutôt sur la partie initiale de la courbe de pression artérielle et donc donner un profil différent par rapport à un patient jeune. Alors on peut imaginer qu'avec des datas démographiques, on va pouvoir essayer de normer tout ça. Mais bon, quand on est dialysé chronique à 35 ans, on perd en compliance et on peut avoir une compliance similaire à quelqu'un qui a 70 ans. Donc les données démographiques ne pourront peut-être pas tout corriger. L'autre élément, c'est qu'au cours de la progression dans l'arbre artériel, ça a été cité précédemment également, le profil de l'onde de Poux va se modifier avec une augmentation de la pression pulsée. Et c'est quand même là que les algorithmes doivent être intelligents, c'est-à-dire pour 4 profils différents, en fait, il faudra réussir à déduire le même débit cardiaque. Alors les modélisations, elles sont nombreuses. On va dire qu'elles intègrent toujours une résistance en périphérie. Oui, il y a des résistances vasculaires systémiques. La compliance de l'arbre vasculaire. Et puis l'impédance. L'impédance, pourquoi? Parce que cette compliance, elle n'est pas constante. Au début du volume d'éjection, l'aorte est encore très élastique. Et plus le volume d'éjection progresse, plus l'aorte est tendue. C'est comme un ballon qu'on essaie de gonfler. C'est de plus en plus dur de le gonfler au fur et à mesure qu'on insuffle de l'air. Et donc il faut essayer de rendre compte de cette part un petit peu dynamique sur l'élasticité. Ensuite, plusieurs algorithmes peuvent être utilisés. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et les détails ne sont pas forcément connus d'ailleurs. Mais vous avez plusieurs types d'analyses. L'analyse multibattement ou la long time interval analysis qui permet, en analysant de nombreux cycles de pression artérielle, d'essayer de s'affranchir des ondes réfléchies pour obtenir un signal dit pur d'onde antérograde. Un deuxième moyen, c'est le pulse power analysis qui permet de transformer les courbes vers des courbes de volume
pour s'affranchir également des mesures de compliance. Et enfin, un tout dernier qui a été proposé récemment, le PRAM, Pressure Recording Analytical Method, il permet de repérer au sein de la courbe de pression artérielle les zones d'instabilité. Ces zones d'instabilité, en fait, c'est la jonction entre l'onde antérograde et les ondes réfléchies. Vous ne pouvez pas les voir à l'œil nu, mais quand on mesure 2000 points par seconde, un ordinateur peut les repérer. Et quand on peut repérer chacune de ces ondes réfléchies, on obtient beaucoup d'informations physiologiques sur la compliance et les résistances. Alors, il y a on va dire des avantages et des limites qui sont évidents et qu'on peut énoncer juste par la théorie en fait de la traduction du contour de l'onde de Poux vers une mesure du débit cardiaque. La qualité du signal, elle est fondamentale. Tout est basé sur l'interprétation du profil du signal. Comme ça a été cité précédemment, tout ce qui aurait tendance à amortir le signal est un ennemi public numéro 1. Ce n'est pas le moment d'innover et de faire disposer une tubulure supplémentaire entre la tête de pression et l'artère radiale, et encore moins si cette tubulure est de diamètre plus petit que celles qui sont fournies par le fournisseur. La deuxième chose, c'est que toutes les bulles d'air qui existent entre la membrane et l'artère radiale ou fémorale du patient va amortir le signal. La PAM restera fiable, mais les bulles d'air vont amortir le signal et biaiser l'interprétation du débit cardiaque. Les obstructions thromboses, bien sûr, et puis il y a une sensibilité à la modification des conditions hémodynamiques, on le verra après. De l'autre côté, c'est facile à mettre en place, et il y a un large panel de moniteurs entre le niveau d'invasivité et le niveau de calibration possible. Du non-invasif pur, et je sais que ce sera l'objet du topo suivant, vers quelque chose d'intermédiaire en termes d'invasivité, avec un cathéter artériel, et une analyse de l'onde qui va être produite et qui sera facilitée par un calibrage qui peut être externe par thermodilution, c'est le PICO, il faut un cathéter central en plus, on est donc dans le totalement invasif, ou une calibration interne, comme on l'a dit, sur données biométriques, ou sur des données hémodynamiques sur de nombreux patients qui ont été collectés, et par analogie, on en déduit le débit cardiaque. Et puis vous avez des techniques où il n'y a absolument aucune calibration. La technique PRAM dit se suffire à elle-même et pouvoir mesurer un débit cardiaque sans aucune calibration, ni âge, ni poids, ni BMI. De tout cela, on peut déduire une mesure du débit cardiaque selon les devices qui sont proposés. Alors, quand on essaie de savoir s'ils sont valides ou pas, on va parler de deux choses, la précision et le biais de mesure. Et on va parler d'une autre chose, parce qu'on est quand même clinicien, c'est ce que la mesure du débit cardiaque me permet d'évaluer la réponse à une thérapeutique. Puisque comme l'ont dit 16 sages de l'hémodynamique, 16 experts, très significatifs, non exhaustifs mais très significatifs, on veut que la mesure soit fiable, on veut que ce soit facile à utiliser, que ça ne cause pas d'effets secondaires aux patients, et surtout, on veut pouvoir obtenir une information qui nous permet de guider la thérapeutique. Alors, quelle validation clinique du contour de l'onde on a? Je vais commencer par une étude qui a été réalisée chez des patients en choc septique qui compare deux choses. Le niveau d'invasivité maximale qui est à droite, c'est-à-dire le PICO. Vous avez le contour de l'onde de Poux en continu qui vous donne le débit cardiaque et régulièrement, vous calibrez sur une thermodilution. Toutes les 2 à 4 heures, on va discuter de l'intervalle. Et ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont reporté la mesure du débit cardiaque juste avant la calibration suivante. Donc, alors qu'il y avait eu plusieurs heures de dérive du signal. Et vous comparez ça à, ici, le FlowTrack Vigileo, qui est non calibré, qui ne bénéficie pas de la thermodilution. Vous voyez ici tout de suite qu'avoir entre moins 4,5 litres et 2,8 litres minutes de débit cardiaque de différence par rapport à la méthode de référence, ça fait quand même beaucoup pour un agrément avec un intervalle de confiance à 95%. Vous voyez aussi que pour la méthode calibrée, qui est la plus invasive et qui étalonne quand même sur un débit cardiaque mesuré par thermodilution, il reste quand même un intervalle de confiance qui est assez large. Certes meilleur que dans le cas de l'analyse de l'onde de Poux seule non calibrée, mais qui reste assez large. L'explication, elle vient de ça, c'est que plus vous espacez la calibration à l'aide de la thermodilution, plus vous faites dériver le signal, et quand vous êtes au-delà de 8 heures avant d'avoir fait une calibration, vous avez 50% de différence mesurée de débit cardiaque. Donc il y a un moyen d'améliorer ceci, c'est de faire des calibrations régulièrement. Dans une autre étude qui avait été réalisée par l'équipe de Jean-Louis Teboul chez des patients en choc septique, ce n'était pas 8 heures qui avaient été mis en évidence cette fois-ci, mais on dépassait le seuil de 30% d'erreur à partir du moment où on n'avait pas calibré l'appareil depuis moins d'une heure. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut calibrer toutes les heures? Ça fait du remplissage vasculaire quand même, c'est beaucoup de soins.
On peut proposer les choses suivantes. Bon, nous, dans le service, on le fait chaque 4 heures, c'est un choix, c'est une proposition. Le faire toutes les heures, s'il n'y a pas d'intervention à faire chez le patient, ce n'est pas forcément utile. Et ce qui est sûr, c'est quand il y a une modification majeure du tableau hémodynamique, une hypotension réfractaire, un bas débit cardiaque, ou si vous introduisez quelque chose qui modifie les caractéristiques du système, montée de noradrénaline majeure, administration de vasopressine ou la mise sous inotrope, il faut toujours refaire une thermodilution pour valider votre contour. Ici, on va prendre l'exemple du bas débit cardiaque. C'est un bas débit cardiaque assez pur, puisque ce sont des patients qui viennent à froid pour une resynchronisation cardiaque. Ils sont donc tous insuffisants cardiaques. Et on va comparer le FlowTrac Vigileo à une mesure du débit cardiaque par ETO, puisqu'ils sont intubés, ventilés, pour la réalisation de cette synchronisation. Vous voyez ici que, et les auteurs ont peut-être un petit peu joué, chez ces patients en bas débit cardiaque, ils vont leur faire un bolus de phényléphrine. Non justifié, mais ils vont le faire. Vous voyez ici que la concordance n'est pas très bonne entre le débit cardiaque qui est mesuré par ETO et le débit cardiaque qui est mesuré par le contour de l'onde de pouls non calibré. Quand vous êtes dans le quart qui est en haut à droite ou le quart qui est en bas à gauche, ça veut dire que quand le débit cardiaque monte pour l'un, il monte pour l'autre, et vice-versa. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de points qui sont dans les deux autres cadrans, qui font qu'au total, il n'y a que 73% de concordance. Quasiment dans un cas sur trois, le débit cardiaque va dans le sens inverse. Quand ils font le pacing, c'est-à-dire qu'ils rétablissent, ils augmentent le débit cardiaque, la concordance est meilleure. On a l'impression que quand on joue sur les résistances, on leurre beaucoup plus le système qui n'arrive pas à repérer la variation de débit cardiaque. C'est ce que vous voyez ici. Quand il donne de la phényléphrine, effectivement, il monte la pression artérielle, il monte considérablement les résistances vasculaires systémiques. Quand on fait le pacing, c'est un moyen d'avoir un inotropisme pur, avec aucun effet vasculaire. L'effet vasculaire, il est indirect, on rétablit un débit cardiaque, le patient est un petit peu moins vasoconstricté de façon passive. En ce qui concerne les mesures thérapeutiques qu'on fait chez les patients en choc septique, donc c'était 60 patients en choc septique. À nouveau, on compare la réactivité du contour de l'onde de pouls non calibré par rapport à une méthode de référence par thermodilution, le PICO, qui est un contour de l'onde de pouls calibré, mais cette fois-ci, on ne regarde que la thermodilution pulmonaire. Pour le remplissage vasculaire, la concordance reste de 73%, c'est modeste. Et lorsqu'on augmente ou on baisse la noradrénaline, c'est quand même 20 montées de noradrénaline et 20 baisses de noradrénaline. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de points dans le cadran en haut à gauche et en bas à droite, et que dans 40% des cas, en fait, le débit cardiaque par analyse du contour de l'onde de pouls non calibrée va dans le sens inverse de la méthode de référence qu'est la thermodilution. Un dernier exemple qui met en évidence le fait que toute variation importante des résistances vasculaires systémiques leurre beaucoup les systèmes de mesure du débit cardiaque à partir du contour de l'onde de pouls non calibré. Ici, ce sont des patients cirrhotiques. Et donc Mathieu Biet avait mis en évidence dans cette étude, qui était faite sur le Pulsioflex. Vous avez les résistances vasculaires systémiques de ces patients cirrhotiques qui vont avoir une transplantation hépatique. Ils sont bien sûr connus pour être vasoplégiques et avoir des résistances plutôt basses, voire même très basses. Plus les résistances sont basses, plus le biais qu'il y a entre le contour de l'onde de pouls et la méthode de référence qu'est ici le cathéter artériel pulmonaire est importante. Vous voyez qu'il y a des points entre 4 et 8 litres par minute de différence. Voilà, c'est absolument pas fiable. Si vous regardez les variations de débit cardiaque qui sont associées avec des baisses des résistances vasculaires systémiques de 10%, donc on va dire de façon dynamique, vous voyez qu'il y a 30% des points qui montrent que le débit cardiaque varie en sens inverse entre le contour de l'onde de pouls et la méthode de référence par thermodilution. Il y a donc un problème sur les algorithmes, il y a une sensibilité extrême aux extrêmes des résistances vasculaires, et puis il y a une inaptitude à interpréter une variation marquée des résistances vasculaires systémiques. Qu'en est-il en périopératoire? En fait, le raisonnement il va s'appliquer de la même façon, et il va falloir quelque part sélectionner sa population, étudier sa population pour savoir si le monitorage est valable. En chirurgie cardiaque, beaucoup d'études ont montré qu'en post-opératoire, le monitorage du contour de l'onde de pouls non calibré n'était pas tout à fait satisfaisant pour mesurer le débit cardiaque, mais parfois si, et c'est cet exemple que je veux prendre parce que je la trouve intéressante. 78 patients de chirurgie cardiaque qui vont tous avoir un remplissage vasculaire avec un tiers de répondeurs, 2 tiers de non-répondeurs. Comme vous pouvez le voir, ils ont une fraction d'éjection conservée en préopératoire, 10% vont avoir des inotropes, 35% vont avoir de la noradrénaline.
Et globalement, si vous regardez ici, lorsqu'on élimine les très faibles variations de débit, qui sont de l'ordre de l'erreur de mesure, voilà, quasiment l'intégralité des points vont dans le bon sens. Voilà. On arrive à dépister un changement de débit cardiaque vers la hausse ou vers la baisse, avec, avec une concordance qui est proche de 95 voire 100%. Si vous regardez la dose de noradrénaline que recevaient ces patients, c'est 0,05 gamma kilo-minute. On va dire que ce sont des patients de chirurgie cardiaque qui sont peu lourds dans l'étude qui ont été choisis. Il y a une différence entre le post-opératoire d'un patient de 40 ans qui vient pour un remplacement valvulaire aortique pour une bicuspidie qui était suivie et dès le premier symptôme on l'opère, et le patient qui va avoir un double pontage plus un changement valvulaire avec 35% de fraction d'éjection au départ. Il faut donc choisir sa population. Si on regarde un petit peu plus vers les populations de chirurgie viscérale et de chirurgie orthopédique, dans cette méta-analyse qui regroupe 19 études, 60% donc chirurgie viscérale, 20% de chirurgie orthopédique et 20% de chirurgie vasculaire à risque modéré, vous vous rendez compte que l'utilisation du contour de l'onde de pouls, non calibré de façon externe, c'est-à-dire sans thermodilution, si on guide l'hémodynamique sur ce monitorage du volume d'éjection systolique, on diminue le nombre de complications. De plus en plus, on se tourne vers des mesures non invasives de l'onde de pouls. Je ne vais pas aller très longtemps là-dessus, puisque je sais que l'orateur suivant va en parler. Mais globalement, là où leur place pourrait être appliquée, c'est qu'ils permettent de mesurer la pression artérielle en continu, parfois chez des patients chez qui on ne la mesure pas. Voilà. Par exemple, à la maternité, la pression artérielle est souvent mesurée par brassard, hormis cas particuliers. Et ici, l'utilisation de ces dispositifs non invasifs, notamment du ClearSight, chez 21 patientes qui avaient une césarienne à risque, placenta prévia ou accreta à risque d'hémorragie, et pour lesquelles il y avait un saignement qui était notable, d'environ 2 litres. En tout cas, la mesure de la pression artérielle, comparativement à un cathéter artériel, était plutôt fiable. Plus ou moins 2,7 mm de mercure, plus ou moins 8. On dit que c'est 5 plus ou moins 8, la limite pour accepter un monitorage de pression artérielle par rapport à un autre. Je n'ai pas du tout parlé de débit cardiaque, je parle juste de pression artérielle. Si on applique ce monitorage continu pour la césarienne programmée sous rachis-anesthésie, comparativement à un brassard qu'on gonfle toutes les minutes, eh bien le fait de l'avoir en continu grâce à un monitorage type ClearSight, ça permet de dépister plus précocement une baisse de pression artérielle, et ils ont donc diminué le nombre d'hypotensions avant la délivrance. Ce n'était pas significatif après la délivrance, mais au total, ils ont diminué le nombre d'hypotensions en gardant le même protocole. En ce qui concerne le débit cardiaque, la validité des mesures avec les appareils non invasifs prête à discussion, mais ce sera l'objet du topo suivant. En conclusion, quand est-ce qu'on peut utiliser le post-contour? En fait, le panel des appareils qui sont proposés permettent de trouver chaussure à son pied, mais justement, il faut réussir à mettre la bonne chaussure sur le bon pied. Le post-contour avec calibration externe est probablement celui qu'il faut utiliser pour les patients en état de choc, pour les patients très vasoplégiques, comme les patients cirrhotiques, ou pour les patients qui vont avoir des variations hémodynamiques aiguës importantes. La recalibration, elle doit être faite au moins toutes les 4 heures, ou alors plus souvent, lorsqu'on introduit ou qu'on modifie la dose de catécholamine notamment. Le pulse contour sans calibration externe, alors ça peut être calibration interne sur de la démographie, mais globalement sans thermodilution, peut être utilisé sur une chirurgie lourde. Il faut se poser la question de qu'est-ce que j'ai comme chirurgie lourde dans mon centre. Encore une fois, on peut reprendre l'exemple du patient de chirurgie cardiaque. Ce n'est pas la même chose quand c'est programmé avec un terrain simple ou quand c'est en urgence avec une procédure multiple. Et le pulse contour non invasif semble être utile pour mesurer la pression artérielle en continu, là où on n'aurait pas forcément mis un cathéter artériel. On passe du discontinu au continu, et ça peut peut-être prévenir des épisodes hypotensifs. Il reste du travail à faire pour savoir si sa mesure du débit cardiaque est valable. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Anatole, notamment pour ces messages à la fin qui, je pense, éclaireront beaucoup la pratique de toutes celles et tous ceux qui sont dans la salle. Malgré tout, il y a peut-être encore quelques questions pour Anatole. N'hésitez pas. Hein. Est-ce que vous aviez par exemple la notion qu'il fallait, notamment dans les systèmes avec calibration externe, recalibrer régulièrement le dispositif du fait de la dérive régulière et quasi incontournable du système? Petit sondage dans la salle. Levez la main ceux qui font systématiquement des recalibrations.
Ah ouais, donc en fait, on a affaire à un public de méga experts, Anatole. Alors, faut en ajouter à celles qui sont prévues, quoi. Il y a celles qu'on a prévues dans les protocoles infirmiers, mais voilà, dès qu'on est appelé pour une hypotension sévère ou dès qu'on va changer la posologie de vasopresseur, faut refaire, quoi. Si ça n'a pas été fait dans les 30 minutes ou dans l'heure qui a précédé, faut refaire. Une question, vas-y. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Olivier Dezep de Lyon. J'avais deux questions. Enfin, la première, c'est un commentaire. S'il faut recalibrer dès qu'on change notre thérapeutique, est-ce que là, on ne perd pas un peu le bénéfice du monitorage continu? Et la deuxième, c'est est-ce que les méthodes PRAM pourraient avoir un intérêt supplémentaire vers une meilleure détection de ces ondes qui reviennent vers l'aorte? Merci. Alors, pour la première question, voilà, déjà, il ne faut pas forcément recalibrer systématiquement toutes les heures. On va dire que c'est seulement pour les thérapeutiques qui jouent beaucoup sur les algorithmes qui transfèrent l'onde de pouls vers une mesure du débit cardiaque, particulièrement les vasopresseurs. Voilà. Introduire un nouveau vasopresseur, ça reste une thérapeutique importante. On ne le fait pas 5 fois par jour, et à chaque fois qu'on introduit ou qu'on introduit un inotrope, il faut le faire. Je pense qu'on ne le fait pas si souvent que ça. En ce qui concerne le remplissage vasculaire, on n'est pas forcé de refaire une thermodilution à chaque remplissage. Par contre, il est de bon ton quand même au moins de la faire voilà, toutes les 4 heures pour remettre à jour. Mais à chaque remplissage, on n'est pas obligé de le faire. Déjà, c'est un remplissage en soi, que de faire 3 fois la thermodilution, puisqu'il faut la faire 3 fois. Et puis, l'algorithme est assez robuste pour la réponse au remplissage vasculaire, contrairement à toute modification des résistances vasculaires avec les vasopresseurs. Pour ce qui est de la deuxième question, le PRAM est extrêmement séduisant sur ce qu'il propose effectivement. Voilà. Déstructurer, démonter complètement la courbe de pression artérielle et réussir à en faire la somme de l'antérograde et de toutes les réfléchies. Voilà, mais il y a aussi un problème, c'est que les algorithmes de ces appareils, ils sont cachés dans un coffre dont la clé est au fond d'un puits, on n'y a pas vraiment totalement accès. Et donc on ne peut pas, on va dire, tirer tout le parti de cette déstructuration qui pourrait être intéressante pour nous pour avancer sur le monitorage d'hémodynamique. La deuxième chose, c'est que je vous ai parlé du PRAM sur le plan théorique, mais le PRAM est un des monitorages dont je ne dispose pas, et donc je n'ai pas eu le loisir de pouvoir m'en servir. Voilà, donc ça aussi c'est limité. Il y en a tellement, il y en a certains que je pratique, mais pas tous et pas celui-là. Oui, une question en fond. Bonjour, merci. Pour une utilisation au bloc opératoire, dans les limites que vous avez décrites, est-ce que vous recommandez le monitorage des résistances vasculaires estimées pour s'assurer qu'on reste dans un bon modèle et qu'on n'est pas en train de dévier, notamment en cas d'utilisation de péridurale ou de noradrénaline qui commence à être un petit peu élevée? Alors, ce sont de bonnes questions. Le problème des résistances vasculaires systémiques, c'est qu'elles sont calculées, et donc elles sont calculées par, on va dire, la mesure du débit cardiaque et de la pression artérielle, et que notre débit cardiaque, il est déjà approximé en quelque sorte, quoi. Donc c'est un petit peu le problème du contour de l'onde de pouls, c'est que c'est plutôt les vraies résistances vasculaires systémiques, celles qui existent, et elles influent sur le débit cardiaque. Si de toute façon, nous, on approxime le débit cardiaque, en déduire les résistances vasculaires systémiques, c'est un petit peu, on va dire, cavalier. Moi, je ferais plutôt clinique. C'est un patient pour qui le comportement au bloc opératoire n'est pas comme d'habitude, c'est-à-dire on doit beaucoup monter les vasopresseurs ou on a une impression clinique de vasoplégie qui s'installe. C'est peut-être pour ces patients-là qu'il faut se reposer des questions sur le monitorage qu'on utilise et parfois switcher en vol, soit un Doppler œsophagien parce qu'il faut une mesure du débit cardiaque, soit autre chose, une ETO ou incrémenter vers une thermodilution. Mais c'est difficile de se guider sur un paramètre qui finalement est mesuré en fait. Merci beaucoup. Alors, non, en tout cas, moi je l'utilise peu. Très bien, merci beaucoup et encore bravo.